Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault. La jeunesse au cœur du débat, nous y revoilà, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à vous tous qui êtes à l'écoute de la 92.5 et bienvenue à l'émission Écho de la jeunesse où nous allons aujourd'hui discuter dans notre sujet assez sensible mais très important. Aujourd'hui, nous allons parler du retour à l'école après un échec à l'examen. Ça peut être le baccalauréat, ça peut être le BBC, pourquoi pas le CEP ou pourquoi pas pour quelqu'un qui est déjà à l'université. Nous allons donc en parler. Question de savoir comment les élèves, sinon les apprenants, les parents et les enseignants gèrent-ils cette situation, quels sont donc les défis et les opportunités qui se présentent après un échec. Pour en parler avec moi dans ce studio, je vais recevoir deux personnes valides. Je reçois un enseignant que vous connaissez parfaitement, qui n'est plus un homme à présenter, Monsieur Félicien Billot. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Comment vous vous portez, Monsieur Billot? Je me porte à merveille. Écho de la jeunesse est encore ravi de vous retrouver aujourd'hui. C'est toujours un plaisir pour moi. Très bien. Et nous avons un jeune qui sera avec nous aujourd'hui. C'est Magloire Dembi. Magloire Dembi est quelqu'un qui a vécu l'échec à un examen, qui sait très bien ce que c'est. Oui. Comment tu vas? Oui, ça va bien, merci. Et vous? Oui, je vais très bien. Ça fait plaisir de te recevoir et merci en tout cas d'avoir accepté de partager ton expérience. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Déjà, on va commencer très vite fait. Monsieur Billot, vous allez également jouer le rôle de parent puisque vous en êtes un aussi. En plus d'être un enseignant, vous êtes aussi certainement un parent. C'est ça. Je suis parent de plusieurs élèves. Exactement, de plusieurs élèves et voilà. Qui sont très grands aussi, qui sont peut-être plus à l'école. Il y en a qui sont à l'université, d'autres au collège, à lycée, 10 ans, au niveau de tous les cycles. Exactement. Alors, déjà, est-ce que on peut essayer de voir un peu par rapport à votre expérience, quelles peuvent être les réactions d'un parent face à l'échec de son enfant? Les différentes réactions qu'un parent pourrait avoir. La déception, d'abord. Et pour d'autres, c'est pas une surprise. On peut être déçu, on peut être surpris. Mais pour un parent responsable qui suit son enfant, il connaît son enfant, il connaît ses capacités. Et parfois, l'échec ne surprend pas. Parce que déjà, tout au long de l'année, on a vu comment l'enfant travaillait au premier trimestre, au deuxième trimestre. Si ça s'est mal passé, ça peut pas être une surprise au mois de juin ou juillet lorsque on délibère les examens. Mais quelquefois, c'est de la déception. Le parent a fait ce qu'il fallait, ce qu'il pouvait. Et malheureusement, l'examen lui-même décide autrement. Oui, tout à fait. Comme on dit, l'homme propose et on va Dieu dire dispose. Dieu dispose. Exactement. Alors, Magloire, toi qui as vécu cette situation, tu as vécu l'échec à un examen combien de fois déjà? Pendant 3 fois. Donc, tu as fait le bac 3 fois? Non, j'ai fait l'examen pendant 4 fois et donc j'ai manqué à l'examen pendant 3 fois. Et donc, c'est la 4e fois que j'ai satisfait. On va le dire, d'après ton expérience, tu as été toujours un élève assez brillant. Oui. Et qui aujourd'hui, qui comme ça de but en blanc vient subir un échec à un examen. Exactement. Comment déjà les parents ont réagi si on peut commencer là? Honnêtement, bon, ça dépendait déjà des années parce que le fait que j'ai manqué déjà 3 fois, donc la première année c'était un peu plus différent puisque cette année-là ils m'ont encouragé pour dire que c'est la première fois que tu as manqué un examen et on a vu ce que tu as pu faire jusqu'ici, donc on t'encourage d'aller de l'avant puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont manqué aux examens pendant tant de fois. Et donc la deuxième fois c'était quasiment la même chose, mais la troisième fois ça a été quand même très complexe parce que vraiment, c'était pour une fois, quasiment dans la famille, que quelqu'un arrive jusqu'à 3 fois en train de manquer un examen. Quoique, ça s'est fait avec quelques-uns de nos aïeux, bon, je vais dire des arrière-parents, mais c'était quand même difficile à accepter. On parle ici du bac, évidemment. Exactement. Et comme le professeur l'a dit, c'est qu'il y avait quasiment de la déception et c'était très grave à la maison. Vraiment, c'était très difficile à remonter, surtout la troisième fois. Dans les années passées, j'ai eu quand même des conseils, des choses comme ça, mais la troisième fois, c'était vraiment, vraiment difficile. Je n'ai reçu aucun conseil de quelqu'un, sincèrement. Tout à fait. Monsieur Billot, c'est assez réel. Une fois, on peut se dire, bon, écoutez, on comprend, mais la deuxième, troisième fois, c'est un peu trop, quoi. Ouais, mais tout dépend de la cause de l'échec. Parce que il n'y a pas que les mauvais élèves qui échouent. Oui. Il arrive que les très bons élèves échouent à leur examen. Donc la réaction des parents va donc dépendre de comment la réaction dépend parce que lorsque vous avez un enfant moyen, si le sujet est au-dessus des capacités de l'enfant, il va de soi qu'il va échouer. Exact. Et puis ça dépend aussi de l'examen, le type d'examen. Quand votre enfant a échoué au CP,
C'est On va compréhensible. dire, non, ça on peut pas comprendre, on peut pas l'admettre. Parce que le CP aujourd'hui est à la portée de tous. Je l'appelle même CP pour tous. Ah, ouais. Vous allez voir partout 100%, 100%, 100%, Tout à fait. 100%. Ça, Et donc, c'est quand une votre réalité. enfant a échoué au CEP, alors là, c'est la déception. Au CEP, c'est souvent des 100%, 90%. La moyenne nationale est autour de 98% de réussite au CP. Quand on arrive au BPC, ça baisse un peu, on est autour de 45, 50, parfois 60%. Au bac, depuis C'est de bien. nombreuses années, on n'a jamais dépassé les 50%. Exact. Donc, quand votre enfant passe le bac, vous vous dites, le taux de réussite, les chances de réussite ne sont pas assez nombreuses. Exactement. Alors, quel peut être le premier geste pour un parent pour soutenir son enfant après un échec? Par le passé, certains enfants qui se suicidaient. Pourquoi? Parce que à la maison, les parents n'ont pas pu accompagner l'enfant. Bien au contraire, avec l'arrivée des écoles privées, les parents ont payé les répétiteurs. On regarde l'investissement qui est quasiment nul parce que tout le monde espérait avoir que l'enfant satisfasse à son examen. Mais voilà que au final, il a échoué. Donc tous les parents passent d'abord par cette phase de déception. Ensuite, il faut se dire que c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde et donc il s'agit d'encourager son enfant. Trouver des mots pour le réconforter. Lorsque votre enfant est très brillant, il y en a ceux qui ont été le premier de l'établissement, du premier, deuxième, troisième trimestre, même au niveau de l'examen blanc, premier de l'établissement. Donc on peut se dire, ouf, l'examen rouge, ce sera une simple formalité. Mais si le résultat est contraire, vous voyez un peu la déception. Tout à fait. L'enfant s'est dit, ouf, C'est bon. ouais, c'est bon. Mais Comme on quand dit, on c'est arrive déjà là, dans la poche. quand on arrive là, c'est l'échec. Alors là, pour l'enfant, c'est difficile à vivre. Pour les parents, c'est pire. Et là, il faut trouver des mots. Nous, malheureusement, dans nos sociétés congolaises, on n'a pas des psychologues qui peuvent accompagner les enfants dans ces situations. L'enfant est voué à lui-même. Bon, il y a des pasteurs qui essaient d'accompagner, mais déjà, tout au long de l'année, les pasteurs aussi, quelquefois, n'accompagnent pas correctement les élèves parce que là-bas, on prêche quoi? La foi. Exactement. Voilà, sois-en sûr que ça va aller. Voilà. Et on va au même aller dans les combats spirituels. Exactement, exactement. Et quand c'est l'échec, voyez. Donc là, je pense que c'est prendre le recul, s'asseoir en famille et faire comprendre à l'enfant que ça arrive. Pour que l'enfant comprenne l'échec pas comme une fatalité, mais juste une pause pour te préparer à réussir. Parce que dans la vie, l'échec te prépare à la réussite. Exactement. Moi qui parle, je suis aujourd'hui directeur d'école, mais j'ai échoué au bac une fois. Moi, ça n'a pas été 3 fois, comme le cas du frère, mais moi, une fois. Et je connais les causes. Ça aussi, c'est très important d'identifier déjà sur les causes. Justement, mais quand tu es paresseux, tu échoues à ton examen, ça ne sert pas de se morfondre, ça ne sert pas de s'attrister, puisque tu connaissais déjà ton sort. Bien sûr. Moi, je peux trouver les causes. C'était facile, J'ai préparé mon bac en 92, comme j'ai préparé mon BPC en 88, avec mon cahier seulement. Je n'avais pas de fascicule, je n'avais rien du tout. Avec le BPC, c'était seulement mes cahiers. Or, aujourd'hui, on peut pas préparer un examen sur la base des cahiers seulement. Ça ne suffit pas. Le cours à l'école ne suffit pas. Le cours à l'école ne suffit pas. À côté du cours, je ne dis pas que forcément tout le monde doit passer par des centres. À notre époque, les centres n'existaient pas. Les centres, c'était entre vous collègues. Je suis fort en mathématiques, toi tu es fort en français, l'autre est en anglais. Donc, on s'enseigne, quoi. Oui. Là où chacun est fort, il supporte les faibles. Tout à Et ainsi de suite. Donc, beaucoup ont réussi comme ça. Mais moi, j'étais seul dans mon coin avec mon cahier d'SVT. Je pouvais pas m'en sortir. Impossible. Et les fascicules n'étaient pas accessibles. Les polycopes, c'était pas accessible. Et quand j'ai échoué, je vais vous dire qu'à notre époque, on proclamait à la radio. Donc, on attendait. Et moi, c'est là où je me disais, si je réussis là, ça veut dire que c'est la main de Dieu qui est passée. Parce que je savais que je n'avais pas bien travaillé. Et la nuit où ça a été proclamé, à l'époque, c'est Jean-Albert Lebanda qui a proclamé à Radio Sur la chaîne Congo. nationale. Voilà, sur la chaîne nationale à 22h. Et cette nuit, j'ai pas dormi. J'ai repris mes cahiers. J'ai travaillé de 23h jusqu'à 5h du matin. J'ai pris la décision de bouger, de secouer tout le monde. Et au matin, j'ai parlé à ma grande sœur. Non, pourquoi je me suis suicidé puisque je savais que je n'avais pas bien travaillé? J'ai pas bien travaillé parce qu'il me manquait des manuels.
Et il m'a donné de l'argent. Le lendemain, je suis allé acheter 3 livres. Maths, physique, chimie et SVT. Puisque vous étiez et je me suis mis au travail. Et quand j'ai fait la deuxième fois, je suis passé. Et voilà. Donc, c'est accompagner les enfants, encourager. Il y a aussi des raisons pour ceux qui prient, d'autres spirituels. Quand Dieu a un plan pour vous, par exemple, vous voulez être professeur de mathématiques, c'est ce que tu veux, mais Dieu veut que tu sois autre chose. Exactement. Tu peux briller. Tu passes ton examen, tu vas échouer. Alors, on va essayer de voir un peu l'attitude de Magloire lors de la préparation, surtout de la première, sur la deuxième, à partir de la 3e année. Quelle a été ton attitude lors de la préparation de ton examen? Est-ce que tu peux dire que tu méritais vraiment d'avoir ton examen si on ne voyait que le côté de ton travail? Je dois plutôt dire, je peux douter sur la première et la deuxième fois que j'ai fait l'examen, parce que je dois reconnaître que il y avait quand même de la paresse quelque part, comme l'a souligné le professeur. Mais la 3e fois, c'était vraiment, je veux dire, que je n'avais jamais travaillé comme les 2 années précédentes. D'ailleurs, c'était même la première fois que j'intègre un centre d'encadrement. J'avais tous les manuels qu'il fallait, les fascicules et tout le reste. Et je me suis donné comme jamais, puisque déjà j'avais subi à 2 échecs. Je me suis dit vraiment, il faut que je me donne pour pouvoir l'arracher cette fois-ci. Mais malheureusement, ce qui était quand même très complexe ce jour-là, c'est que il a été trouvé que, parce que ce jour-là, on a le jour de la délibération, on avait vu que on avait vérifié sur l'application Digideck, on vérifie que mon nom y était, que je suis admis, et on a tous célébré à la maison, on était très contents, toute la famille était très contente, et alors, le lendemain, il fallait aller vérifier le nom sur la liste à l'école. Quand on s'y rend, on se rend compte que mon nom n'y est pas. Et c'est là où on me fait comprendre que je n'étais pas le seul à subir ce coup-là, parce que il y en avait plusieurs. Et c'était vraiment le désespoir à la maison, et même mes petites sœurs, le papa, maman et tout le monde. C'était vraiment le désespoir. Et moi, je n'arrivais pas à accepter ça. C'est-à-dire que c'était très difficile à accepter parce que je m'étais donné à fond et tout le reste. Alors, je me posais la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne trouvais pas d'endroit où je pouvais dire que vraiment j'ai failli de ce côté-ci ou de ce côté-là. Je ne voyais pas. Et alors, j'étais obligé, en fait, de me questionner moi-même pour savoir ce qu'il en était. Et déjà, le fait que c'était la 3e fois, je n'ai reçu aucun conseil de qui que ce soit, de papa ou de maman ou de quelqu'un. C'était juste simplement des conseils pour dire que voilà, il faut seulement être un candidat libre. On commençait déjà à te donner d'autres initiatives, d'autres voies à suivre. Voilà. Et encore d'autres qui me disaient, bon, tu vois, pour réussir, tu n'as pas toujours besoin du baccalauréat. Il y a d'autres qui ont réussi sans le baccalauréat, donc tu peux passer à autre chose, des choses comme ça. Vu qu'en fait, j'avais besoin de savoir vraiment ce qu'il en est et il fallait que j'aille voir le pasteur pour l'expliquer la chose parce que j'étais vraiment bouleversé. Je n'arrivais pas. Et je peux vous rassurer, c'est que la première pensée, comme l'a dit le professeur, c'est que dans des années passées, il y avait quasiment des cas de suicide, des choses comme ça. Je vous assure, c'est que quand j'ai appris que j'avais manqué plus tôt, la première pensée qui m'est traversée, c'était de me suicider, sincèrement. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Après un moment, juste dans une fraction de seconde, je me dis, mais est-ce que ça sera nécessaire? Vous voyez, et donc j'étais obligé d'aller voir le pasteur. Quand je suis allé le voir, il m'a vraiment remonté d'une manière que dans les minutes qui suivaient, j'ai pris courage. Et je l'ai même dit, bon, d'accord, pasteur, dans tous les cas, l'année prochaine, je préfère seulement être candidat libre, quoique je ne vais peut-être pas trop fournir d'efforts cette année, mais je préfère être candidat libre. Il me déconseille ça automatiquement. Il me dit, il ne faut pas suivre ce que disent les gens. Parce que il m'a donné une parole qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a même vraiment donné le courage de retourner à l'école. C'est que il a dit, il n'y a pas meilleur de reconstruire ce qui a été cassé. Et donc, il est mieux de reculer pour mieux sauter. Exact. Il m'a déconseillé le fait d'être candidat libre parce qu'il m'a même dit que tu ne pourras pas connaître ton niveau si tu es candidat libre parce que tu es à la maison, tu ne pourras pas aller à l'école et connaître quel est ton niveau pour être évalué, des choses comme ça. Les évaluations qui viennent avant l'examen. Tout à fait. Et il m'a déconseillé ça. Et alors, à un moment, je me suis ressaisi, je me suis dit, c'est ma vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Alors, si je ne fournis pas d'efforts pour la construire, personne d'autre viendra le faire à ma place. Je suis obligé de continuer. Très bien. Alors, Monsieur Bio, parlons un peu de l'aspect candidat libre. Est-ce que vous, en tant qu'enseignant, vous conseillerez à un jeune, à un élève, de se présenter à l'examen comme candidat libre, sous prétexte qu'on aurait manqué plusieurs fois, que l'âge passe, comme on le dit tout le temps? Par rapport à la disposition de la loi scolaire, quand
un élève a plus de 23 ans, donc il a dépassé 24 ans, à partir de 24 ans, vous êtes candidat libre. Vous pouvez pas être candidat on parle du officiel. baccalauréat. Voilà, candidat officiel 24 ou 25 ans, je crois. Vous pouvez pas être, et quand vous avez dépassé 20 ans, vous ne pouvez plus être candidat officiel au BPC. Ça voudrait dire quoi être candidat libre? Vous n'avez plus le droit d'être scolarisé, d'être dans un établissement scolaire. Mais on vous donne une autre chance de vous présenter à votre examen. Mais on sait comment ça se passe dans notre pays. Il y en a qui continuent à fréquenter ou bien qui vont dans des écoles privées, venir se présenter le jour de l'examen. Mais être candidat libre, je pourrais dire que la préparation ne sera pas efficace. Tout à fait. Parce que vous allez vous dire, bon, écoutez, je connais. Quand j'étais en terminale, j'ai travaillé avec des aînés, Exactement. des aînés de 4 ans, 5 ans. Ils se disaient tome 3, tome 4, tome 5. Tout à fait. Et donc, quand on présentait des exercices, j'ai déjà la solution. Mais il suffit de travailler avec ces aînés pour vous rendre compte qu'ils cachent beaucoup de lacunes. Justement, le fait de se dire dans la tête, je suis Tom, ça peut être un piège aussi. Et donc, ils avaient des catalogues d'exercices, des solutions. Donc, l'exercice, au lieu de réfléchir, ils avaient mémorisé les solutions. Et donc, il suffit de changer un paramètre, il est perdu, complètement perdu. C'est vrai. Je n'encourage pas les gens à être candidats libres. Si l'âge est en dépassement, mais on peut négocier, on peut continuer à l'école, vous fréquentez. À ce moment, vous irez déposer votre dossier comme candidat libre, mais vous fréquentez régulièrement l'école. Et chaque fois qu'on est tome 1, tome 2, jusqu'à tome, c'est pas quelle puissance, si vous voulez réussir, oubliez qu'on est tome 1, tome 2, tome 3. Et se dire, je suis en terminale, en 3e, pour la première fois. Donc, je dois mouiller le maillot. Oubliez tout ce qu'on connaît. Fonction, ceci, tel philosophe. Oubliez cela. Et toujours se dire, si je n'ai pas réussi, c'est que j'ai failli. Parce que nous qui sommes enseignants, il arrive, on a des très bons élèves, des petits exercices. Et quand on regarde, là où il fallait écrire 13, parfois l'élève n'a écrit que 3. Mais dans le calcul, c'est 13 qu'on a eu comme réponse. Quand tu écris sur ta copie, tu écris 3. Et tu te dis, mais j'ai fait l'exercice, j'ai tout trouvé. Mais quand on revient, non, il y a eu des petites erreurs. Et en mathématiques, donc dans les sciences, les exercices se suivent. Au début, là, donc, quand vous avez déjà raté la première réponse, tout ce que vous allez faire là, devient faux. Exact. Alors que tu es bon élève. Et surtout les bons élèves, j'ai dit, on oublie que je suis bon élève. Toujours se dire, je suis pas encore au point. Tout à fait. Donc, toujours se remettre en cause et prendre l'habitude de souvent se relire pour éviter ces échecs. J'ai lu l'exercice la première fois. Donc, quelquefois même, là où on avait écrit 30%, toi, tu écris 60%. Parce que tu as lu juste une première fois et tu te précipites à écrire. C'est ça qui fait que les bons élèves échouent souvent. C'est parce qu'on n'a pas la possibilité de revoir la copie. Si on a on se tenir la tête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouf, mais il aurait fallu que je... Mais pourtant, c'est ce que j'avais trouvé. Et surtout quand on se retrouve face à ce qu'on appellerait une croisade, comme on le dit, on se dit, c'est un exercice, j'ai déjà travaillé. Et donc, tout de suite, on se précipite. Mais quelquefois, on a modifié quelque chose et tu travailles et tu forces. Donc, se dire, l'examen pour le réussir, la préparation, c'est à la rentrée. Les candidats libres là, toute l'année, ils sont en train de faire autre chose et ils attendent le jour de l'examen pour venir se présenter. Et à ce moment, il y a même des choses que tu maîtrisais au mois d'octobre quand tu étais candidat officiel. Mais quand tu arrives ici là, comment on faisait? Tu te tapes la tête, mais ça ne vient plus parce que lorsqu'on a travaillé sur ce sont des formules, il faut refaire pour que le cerveau... Moi, aujourd'hui, il y a des choses que je maîtrisais très bien en terminale. Mais si on me les redonne aujourd'hui... Oui, évidemment. Le temps est passé par là. Voilà. Comment est-ce qu'on faisait? Tu vas oublier. Voilà pourquoi il faut travailler même quand tu es candidat libre. Chaque jour, tu dois travailler comme si tu partais à l'école tous les jours. Alors, Magloire, donc après cette 3e année, tu as encore raté. Est venue finalement la 4e année où tu as réussi. Est-ce que tu as quand même tiré de leçons qui t'ont servi pour la 4e année où tu as finalement eu ton examen? Bon, honnêtement, avant même de parler de leçons, il faut vraiment qu'on souligne 2 aspects. Je suis chrétien. On nous a toujours enseigné que si déjà notre vie physique, par exemple, ne tient pas, c'est seulement dire que notre vie spirituelle a un problème. Il fallait donc que j'essaye de voir quel était le problème, en fait. Est-ce qu'il était plutôt, j'avais un problème avec Dieu? Est-ce que c'était une punition ou quelque chose comme ça? Et alors, j'étais obligé de questionner à Dieu pour savoir quel était, en fait, le problème. Alors, je me rends compte que quand j'avais cette histoire
faire mon examen, le BPC, j'avais tourné le dos à Dieu. C'est-à-dire que je n'allais plus à l'église, je ne priais presque plus. Et donc, pour moi, quand je priais, c'était simplement pour avoir mon examen et puis le reste, c'était pas mon problème. Et donc, déjà, même quand on faisait l'examen, c'était accompagné par la prière. Et donc, quasiment tout ce que je faisais était donc en vain. Quand je me suis rendu compte de ce que j'avais fait avant et de ce qui se passait, alors je me suis rendu compte que Dieu n'était donc pas d'accord de la manière dont je m'étais comporté. Et donc, j'ai demandé pardon à Dieu et en lui faisant une promesse. Et maintenant, sur l'aspect physique, dans la préparation, j'étais obligé de corriger certaines choses parce que, comme le professeur l'a dit, c'est que on a souvent tendance à s'appuyer sur notre propre intelligence pour dire que bon, voilà, je suis très intelligent, donc je n'ai besoin de personne, des choses comme ça. Et j'étais obligé donc de changer ça. Et ça, c'est même... De te rabaisser. Voilà. Pour comprendre que je n'ai pas besoin d'aller me faire voir pour comprendre que je suis Tom ceci. Et donc, je dois simplement m'appuyer sur ce que me donnent les professeurs et tout le reste et essayer d'avancer. Mais il y avait une chose aussi, par exemple, c'est que je ne tenais jamais à consulter les professeurs quand j'avais des difficultés quelque part. Puisque je me disais, je vais lire, je vais comprendre. Donc, pas besoin d'aller déranger un professeur. Et donc, il fallait que je change aussi ça. Donc, j'étais tout le temps, quand il y avait un exercice qui n'allait pas, il fallait que j'aille maintenant consulter mon professeur. Et on avait un groupe de travail. Notre groupe de travail était constitué des élèves de ma classe. Et donc, le fait qu'on travaillait ensemble après les cours, ça nous donnait donc l'accès, même pendant les évaluations, de travailler ensemble. Et alors, sur ce point-là, je ne maîtrisais pas vraiment où est-ce que j'étais en faillite. Tu ne te connaissais pas tout seul, mais tu connaissais les efforts collectifs. Voilà, c'était ça en fait. Et donc, j'étais obligé de changer aussi. Donc, le fait de consulter les professeurs quand j'ai un exercice qui me dérange, de ne plus travailler collectivement et aussi de ne pas m'appuyer sur mon intelligence. C'est-à-dire que me faire valoir que voilà, je suis ceci ou cela, non. Pour donc, pas que les gens voient que, il est intelligent. En fait, on n'a pas besoin de montrer son intelligence à qui que ce soit. Exactement. Donc, il y a quasiment ces deux aspects-là que j'ai pu corriger. Sinon, ce sont les leçons que j'ai tirées d'après cet échec-là. Monsieur Biot. Je voudrais rebondir dessus. Les tomes 1, 2, 3 doivent mettre de côté l'orgueil. En ce sens, on se dit, ça je connais. Et donc, dans le groupe de travail, on veut prendre la place du professeur. C'est moi qui enseigne les autres. Donc, on évite les exercices où on est soi-même en difficulté. Tout à fait. On se dit, voilà comment on fait. Ici, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Donc, les autres qui arrivent, tu les laisses travailler. Et quand ils sont coincés quelque part, tu arrives pour intervenir. Donc, tu te mets dans la peau du professeur. Tu ne travailles plus sur tes erreurs, tu ne travailles plus sur tes erreurs, voilà, justement. Et c'est ça qui a fait qu'il y en a qui sont restés tome 4, 5, 6, 7 et ont fini par abandonner. L'autre aspect, beaucoup d'élèves, avant d'arriver en classe d'examen, on marchait avec Dieu. Je parle aux chrétiens. Je sais que tous nos auditeurs ne sont pas chrétiens, mais beaucoup sont chrétiens, beaucoup ne le sont pas. Là, je m'adresse aux chrétiens. Avant d'être dans la classe d'examen, tu marches avec Dieu. Ça veut dire quoi marcher avec Dieu? Chacun de nous a un contrat avec Dieu. Je vais à l'église, j'ai des responsabilités, ainsi de suite. Mais non, parce que je suis en salle d'examen, donc je vais d'abord mettre tout cela de côté, je fais mon examen, après je reviendrai. Erreur. Maintenir son rythme de travail. Tu fais les affaires de Dieu, tu travailles aussi, tu t'appuies non seulement sur ton intelligence, mais tu t'appuies aussi sur Dieu. Il y a un fait que je vais relever, nous qui enseignons. Il arrive qu'on commette des erreurs en corrigeant les copies des enfants. Donc, quelquefois, on est fatigué. C'est juste, mon ami, faux. Ça peut aussi arriver au niveau des examens d'État. Évidemment. Tu as bien travaillé. Malheureusement, quand le correcteur arrive sur ta copie, il est déjà fatigué. C'était un quota, le nombre de copies qu'on a donné. Exactement. Et donc, on corrige activement, on ne fait pas attention. C'était juste, mais le prof a mis faux et tu échoues à ton examen. Mais là, j'ai dit que je parle aux chrétiens. Lorsque tu es chrétien, Dieu ne peut pas permettre que la copie de son enfant soit corrigée pendant que le correcteur est fatigué. Ou même au niveau de, lorsqu'on relève la copie. On regarde. Parce qu'il y a plusieurs étapes, premièrement. Voilà, il y a plusieurs étapes qui est là. Tu as eu 13, il va torcher. Mais c'est la main qui saisit les 13. Mais pendant qu'on tape sur le 1, puis le 3, parfois on a tapé, mais le 1, ça n'a pas pris. Tac, tac. Au lieu de 13, c'est 3 qui sort. Ou au lieu de 13, c'est 1 qui sort. Mais il y a personne pour le vérifier. Je dis clairement que de telles erreurs arrivent souvent, mais c'est difficile qu'on s'en rende compte, puisque c'est pas deux personnes qui relèvent pour se rendre, mais comment un tel avait tapé, il n'y a pas le temps pour ça. C'est là où, quand je dis je parle aux chrétiens, mettre Dieu dans la prière. Mais monsieur Biot, on peut également prendre ça dans le cadre de la famille. Même la bénédiction des parents est très importante quand les parents ne sont pas contents de toi. À ce moment, quand on n'est pas
chrétien, il y a la vie en dehors. On va essayer de respecter la nature déjà. Il y a ce que les parents disent de toi. Exactement. Le Il y a ce témoignage à que la tu maison. fais dehors. Les actes que tu poses, tu peux attirer sur toi une certaine malédiction Exactement. ou une certaine bénédiction. Voilà pourquoi je dis, il faut marcher avec Dieu pour que tu attires sur toi que de la bénédiction. Exactement. Les rapports que tu as avec les professeurs. Il y a aussi autre chose. Tu connais quelque chose. Il y a des catcheurs. Tu vois que ton collègue est en difficulté. Mais tu peux pas te dire, mon frère, là, c'est pas comme ça. Viens, je te montre comment on fait. Mais tu dis, ce que je connais, je le garde pour moi-même. Je ne l'aide pas. Être radiant. Alors là, tu attires aussi la malédiction sur toi. Tout à fait. Mais que tu sois chrétien ou pas. pas, ce que je connais, je le mets à la disposition des autres et Dieu se chargera de moi. Tout à fait, mais même un simple merci, ça peut jouer Merci rôle. mon frère. Exactement. Merci mon frère. Donc être catcheur, je parle aux élèves parce que j'ai été élève. Tu connais, montre aux autres. Il y a aussi d'autres. Il connaît, quand le prof se met à expliquer, il se met à créer la pagaille pour énerver le prof afin que ce dernier sorte, parce qu'il arrive que nous, profs, par rapport au comportement des élèves, tu veux enseigner quelque chose, on te fait du bruit, plie On tes se affaires fatigue et puis et tu voilà. sors. De toutes les façons, vous ne voulez pas recevoir de la connaissance, je prends mon sac, je m'en vais. Et derrière, ça c'est occasionné par les catcheurs là. Lui, il les connaît, il veut pas que les autres aussi aient cette connaissance. Donc, on s'arrange à créer un climat dans la classe pour que les autres n'aient pas accès au savoir. Et ça attire sur toi la malédiction, que tu sois chrétien ou pas. Évidemment. C'est juste. Donc, ça peut être la cause de certains échecs. Et il y a aussi l'aspect qu'il a souligné d'aller vers son professeur. Justement, que tu sois homme ou pas, le prof qui est là, école privée ou publique, il est payé pour te transmettre le savoir. Exact. Et le savoir, il faut aller le chercher. Si tu te tais, tu n'auras pas le savoir. Va vers ton collègue, va vers ton prof, tu n'as pas compris, demande l'explication. Je sais qu'il y a certains de mes collègues, notamment dans les écoles publiques, qui demandent aux gens, passez au TD. Justement. Venez au TD. Non, même dans la cour, va après le. Exactement. S'il continue, va voir ton directeur ou parle-en à ton parent. Il viendra voir le directeur de l'école pour que l'enseignant soit interpellé. Il n'y a pas à inciter les enfants. Tout le monde n'a pas les moyens de venir au TD. Exactement. Alors, Magloire, une fois que tu as manqué la 3e fois, ça fait 3 fois, tu tombes 3 maintenant, comme on l'a dit déjà, repartir à l'école. Pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile? De te retrouver, là, par exemple, le premier, ça va être la rentrée. Comment tu te sens, Ben? Justement, déjà, la scène qui s'est passée pendant la délibération, qu'on avait vu que j'étais admis, et après on découvre que... une fausse information. Voilà. Vous voyez, on ne pouvait pas revenir dans le quartier pour signaler encore tout le quartier, dire que voilà, En fait, c'était faux. ce qui c'est, voilà. D'abord, je me disais comment je vais reporter la tenue pour sortir et aller à l'école. Et le fait que déjà, cette année-là, il y avait aussi ma petite sœur qui avait passé son examen et que elle a satisfait, c'était très dur pour moi. Et donc, je veux dire en quelques mots, la chose la plus dure, c'était pour moi de reporter la tenue et sortir pour aller à l'école. C'était ça la chose la plus difficile que je n'arrivais pas au fait à faire. C'est pourquoi, au départ, quand on m'a proposé d'être candidat libre, je me suis dit, bon là, ce sera une bonne occasion puisque je ne vais pas porter la tenue, donc personne ne saura, des choses comme ça. Et donc, comme que j'étais encore moi-même convaincu que je dois vraiment repartir à l'école, vraiment, c'était ça la chose la plus dure, reporter la tenue et repartir à l'école. Monsieur Bio, un autre piège. La honte des autres, sinon la gêne face aux autres qui ont peut-être déjà réussi, ou alors on se dit, aujourd'hui, moi, j'ai 22 ans et je suis en classe avec des élèves qui ont 18 ans. Ça peut être quelque chose. Justement. Ça aussi, c'est un facteur. Mais je demande à tous les élèves de revêtir l'humilité. L'âge, c'est pas un facteur. Ce qu'on doit retenir, tous les enfants de 20 ans n'ont pas le même quotient intellectuel. Il y a des enfants de 13 ans dont le cerveau fonctionne comme s'il avait déjà 20 ans. Ou le contraire. La honte, là, ça peut être une cause pour multiples échecs. Tout à fait. Je suis le plus grand de la famille. Mes 2 petits frères ont déjà eu le BPC ou le bac. Et cette honte-là fait qu'on m'envoie vers la série C. Quand je dis série C, couture, coiffure, conduite. Oh là là. C'est comme ça qu'on les appelle. Je ne dis pas que tous ceux qui sont dans ce secteur ne sont pas intelligents, hein, mais c'est ce qu'on faisait. Ah, toi, bon, va faire la mécanique, va faire la conduite, va faire la cour. Mais c'est de se dire,
chacun a son heure. Et si on doit s'adresser aux chrétiens, je l'ai dit, je pense dans mon mot introductif, il y a certains échecs, la cause est spirituelle. Parce que tu es en train de prendre la voie que tu veux, mais c'est pas cette voie-là que Dieu a tracée pour toi. Tant que tu ne te mettras pas sur cette voie-là, tu connaîtras des échecs. Mais c'est revêtir l'humilité et se dire, c'est pas grave, mon tour aussi arrivera. C'est comme dans quelques jours, c'est la rentrée. Tout le monde voudrait aller à l'école avec un nouveau sac. Mais si les parents n'ont pas acheté le nouveau sac, va avec l'ancien, va avec l'ancienne tenue, ça passera. Donc, nous parlons aux jeunes de revêtir l'humilité et de se faire toujours petit. De se faire petit, même si les grands sont passés, même si j'ai chanté partout que moi, cette fois-ci, je vais m'admettre. Malheureusement, vous avez échoué. C'est de se dire, ok, je vais recommencer. Chaque fois qu'on recommence et on se dit, puisque je recommence, je fais comme si je passe l'examen pour la première fois. Je me dis, les connaissances que j'ai acquises ne sont pas suffisantes pour passer. Voilà pourquoi je n'ai pas réussi mon examen. Et mettre de côté les histoires de famille, à l'oncle qui avait maudit. Nous, on avait dit à la prière parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui désorientent. Tout à fait. Je connais des gens à qui on avait dit, toi, ton avenir, c'est pas à l'école. On est en octobre. On va en retraite spirituelle, on dit, ton avenir, c'est pas à l'école. Je vois seulement le commerce. Et la personne toute l'année, mais moi, on a dit que je serais commerce. Puisqu'on avait dit, toi, c'est le commerce. Non. Ensuite, certains, on va dire serviteurs de la ville, qui dès octobre disent aux gens, oui, j'ai prié, j'ai vu ton nom sur la liste des admis. Ça peut décourager l'élève et se dire, puisque Dieu a dit que mon nom est déjà, donc que je travaille ou pas, parce que Dieu ne ment pas, donc je vais m'admettre. Mais je vais dire ici, c'est pas parce que tu vas faire 1001 prières, si tu ne te mets pas au travail, si tu donnes une copie vierge où il n'y a que des faussetés, Dieu ne transformera pas ces faussetés en réussite. Voilà, puisqu'il n'encourage pas. Voilà. Donc, c'est se dire, prier, travailler, égale réussite. Tout à fait. Alors, juste avant de terminer, Monsieur Bio, un petit conseil à l'endroit des parents qui vous écoutent, parce que justement, ils ont un rôle assez important à jouer dans cette question d'échec, sinon de réussite de leurs enfants. Chers parents, chers élèves, votre enfant a échoué, je sais pas quel examen, et vous vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Certainement, la responsabilité est partagée, parce qu'il y en a qui forcent l'enfant, il n'a pas les capacités, mais vous le forcez sur cette voie. Voilà pourquoi il est en train d'échouer. Il s'agit maintenant de se dire pourquoi l'enfant a échoué. Prendre toutes les dispositions et accompagner l'enfant pour qu'il réussisse aux examens qui vont intervenir, je crois, au mois de juin 2025. Le travail, c'est pas maintenant. Ne pas compter sur les labos, ce qui se passe dans les salles d'examen. Voilà, je vais être alimenté à gauche, à droite. Et ne pas regarder les dépenses que nous avons effectuées l'année passée, que cela ne constitue pas un frein, mais c'est de se dire, on prend un nouveau départ. Cette fois-ci sera la bonne si on travaille et si on prie. Tout à fait. Alors, Magloire, justement avant de partir, certains amis qui ont manqué l'examen plusieurs fois déjà vont repartir à l'école. Qu'est-ce que tu leur dis? Peut-être que dans le cœur, ils se disent comment je vais faire pour porter la tenue. Vous savez, à mes collègues élèves, je peux simplement leur dire de ne pas prendre un échec comme la fin de toute chose, mais plutôt de le voir comme, vous voyez, quand on est dans un ring, aucun des deux adversaires ne peut sortir du ring et dire que je n'ai reçu aucun coup. Et donc, les deux combattants reçoivent toujours des coups de la part des autres. Mais celui qui est décisif, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, quoi que j'ai reçu un coup, j'avance de l'avant et je dois gagner. Très souvent, celui qui gagne, et quand il finit, c'est-à-dire que il s'approprie d'abord ces coups-là et il avance pour gagner. Donc cela signifie que quoi qu'on a manqué à un examen, on doit plutôt prendre cet échec-là comme une occasion pour rebondir et aller de l'avant. Et je crois qu'avec l'application, le travail, ça sera la chose la plus simple pour pouvoir gagner à la fin. Très bien, merci beaucoup Magloire à Dembi et aussi à Monsieur Félicien Bio. C'est complètement terminé donc pour cette émission Écho de la jeunesse. En tout cas, chers parents, sinon chers amis, vous qui allez repartir à l'école, en tout cas prenez votre échec comme étant un échelle, c'est-à-dire que vous avez échoué, cela vous rend plus fort. Prenez conscience de ce pour cette année et essayez d'en faire une force pour l'année prochaine. Et en tout cas pour les parents également, soyez plutôt des gens qui vont soutenir leurs enfants pendant ces moments, parce que quand quelqu'un a déjà échoué, qu'on est encore là en train de lui faire l'état des différentes dépenses qui a été faites tout au long de l'année, ça
ça ne rend pas service. Ne prenez pas vos enfants, sinon ce que vous dépensez pour vos enfants comme une dette que vos enfants devraient avoir envers vous, mais c'est plutôt un investissement, un don. C'est ce que les parents devraient faire pour leurs enfants. C'était donc Écho de la jeunesse qui s'achève ici. Nous avions parlé du retour à l'école après un échec à un examen ou plusieurs échecs à un examen. En tout cas, je dis merci beaucoup à nos invités pour ces échanges sincères et constructifs sur le retour à l'école après un échec à l'examen. Nous espérons donc que cette discussion a apporté les pistes de réflexion et de soutien à nos auditeurs, qu'ils soient parents ou enseignants ou même les élèves tout simplement. L'échec est une étape, pas une fin, mais c'est une occasion d'apprendre, de se relever et de progresser vers le succès. Nous vous retrouvons donc dans un prochain rendez-vous avec Écho de la jeunesse au cœur du débat. Encore une fois, merci à vos chers invités et au revoir. Merci. Écho de la jeunesse. Droit, devoir, sexualité, relations humaines, bref, tout ce qui mine la vie des jeunes au quotidien. Écho de la jeunesse, Marc Foucault.